En 2022, alors que les observations de James Webb venaient de commencer, des chercheurs appartenant au programme JADE ont fait une annonce déconcertante. Dans les premiers champs profonds du télescope, ils avaient découvert des galaxies primordiales beaucoup plus grandes et massives. Quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, elles apparaissaient déjà très matures. Elles ont très vite reçu un petit surnom très évocateur, les galaxies impossibles de James Webb. On vous en a beaucoup parlé à l'époque, et 3 ans plus tard, le mystère persiste. Les tentatives d'explication se sont démultipliées, mais aucune ne fait consensus pour le moment. Ces premières observations avaient été réalisées grâce à l'instrument NIRCam du télescope. Plus récemment, James Webb a revisité certaines de ses cibles en faisant cette fois-ci intervenir son instrument NIRSPEC. Cela a été l'occasion d'obtenir une partie différente de leur spectre et de faire émerger une nouvelle explication absolument incroyable. Pour 4 de ces objets, le spectre correspond à ce qu'on attendrait de la part d'étoiles noires. Des objets immenses, encore hypothétiques, qui auraient existé au tout début de l'univers et qui reposeraient sur des réactions d'annihilation de la matière noire. Le concept d'étoile noire a été proposé en 2007 comme mécanisme de formation des toutes premières étoiles de l'univers, les fameuses étoiles de population 3. Les étoiles classiques se forment à partir d'un nuage de gaz et de poussière. Le nuage se concentre sous l'effet de la gravité et devient de plus en plus dense. Il finit par atteindre la température et la pression nécessaires pour déclencher des réactions de fusion nucléaire. Ces dernières exercent une pression qui repousse les couches externes. On a donc d'un côté la gravité qui veut tout ramener au centre, et de l'autre les réactions nucléaires qui veulent tout disperser. L'objet atteint ainsi un équilibre et il devient une étoile, qui va pouvoir briller pendant des millions ou des milliards d'années. Le modèle des étoiles noires propose un mécanisme bien différent, à une échelle beaucoup plus grande. Ici, tout commence bien plus tôt, lorsque le nuage n'est pas encore très dense et n'a pas démarré de réaction de fusion nucléaire. Il fait encore plusieurs unités astronomiques de diamètre et jusqu'à 1 million de fois la masse du Soleil. Dans l'univers primordial, au cours des premières centaines de millions d'années après le Big Bang, un tel nuage aurait été constitué presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium. Ces tout premiers nuages de gaz ont également dû se former dans des régions où il y avait une surdensité de matière noire. Dans les modèles les plus acceptés de la cosmologie, les halos de matière noire sont apparus avant les galaxies. D'ailleurs, les galaxies se sont formées là où elles se sont formées à cause de ces halos. Ils ont représenté les premiers îlots de densité qui ont permis de structurer le reste de la matière. On pourrait donc s'attendre à ce que nos nuages primordiaux, pas encore effondrés, contiennent eux-mêmes une proportion importante de matière noire, autour d'1%. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Dans certains modèles de matière noire, comme celui des WIMPs, les particules qui la forment peuvent interagir entre elles pour s'annihiler. Une rencontre entre 2 WIMPs engendre ainsi la disparition de ceux-ci et la production très énergétique d'autres particules, notamment sous forme de rayons gamma et de neutrinos. On peut ainsi imaginer un environnement où la matière noire est suffisamment dense pour que des réactions d'annihilation soient fréquentes. Ces réactions pourraient même empêcher un nuage de matière classique de s'effondrer. C'est le mécanisme au cœur d'une étoile noire. Dans celle-ci, on a la gravité qui cherche toujours à tout rassembler en un point. Mais pour la contrer, on ne compte plus sur les réactions nucléaires. Les annihilations de particules de matière noire suffisent. Cela n'a été possible que lors des premières centaines de millions d'années de l'univers, et c'est justement la période qui nous intéresse avec les galaxies impossibles de James Webb. Telles qu'on vient de les décrire, les étoiles noires sont des objets énormes. Juste après leur formation, elles ont pu faire quelques unités astronomiques de diamètre pour une centaine de masses solaires. Leur température de surface aurait été relativement faible, quelques milliers de degrés, mais du fait de leur taille, elles auraient constitué des objets très lumineux et assez rouges. Vous voyez qu'on commence à se rapprocher des observations de galaxies impossibles de James Webb, mais il reste encore quelques ordres de grandeur à franchir. L'objet qu'on vient de décrire n'est pas assez lumineux pour expliquer les petits points rouges de James Webb.
C'est là qu'intervient un autre mécanisme décrit en 2010 par la même équipe, les étoiles noires supermassives. Comme ces objets ont une température de surface assez basse, elles émettent une pression radiative relativement faible. Les gaz environnants peuvent donc continuer à s'agglomérer sur l'objet nouvellement formé. Sa masse et sa taille augmentent ainsi avec le temps, ce qui lui permet de piéger de la matière noire supplémentaire pour entretenir les réactions d'annihilation. Avec ce mécanisme, on peut arriver à des objets absolument gigantesques. Il devient en effet possible de modéliser des étoiles noires de plusieurs milliers d'unités astronomiques de diamètre. Elles feraient ainsi la taille du système solaire, ceinture de Kuiper et nuages de Oort interne compris. Cela correspondrait à une masse se comptant en millions de masses solaires et une luminosité équivalente à celle d'une galaxie, tout en restant très rouge. Des objets qui correspondent étonnamment bien aux galaxies impossibles de James Webb. D'ailleurs, le papier de 2010 ne s'y trompe pas et annonce que cette classe d'objets devrait être détectable par James Webb. Les étoiles noires supermassives permettent par ailleurs de résoudre un autre problème de la cosmologie. À leur mort, lorsque les réactions d'annihilation ne seraient plus entretenues, les nuages de gaz géants qu'elles entraîneraient s'effondreraient pour créer un trou noir de très grande taille, potentiellement de plusieurs millions de masses solaires. On aurait ainsi un mécanisme pour expliquer la naissance des trous noirs supermassifs, qui apparaissent eux aussi trop gros, trop vite dans l'histoire de l'univers. La théorie des étoiles noires fait d'une pierre deux coups, ce qui la rend particulièrement séduisante. Et les dernières observations de NIRSPEC de James Webb viennent enfoncer le clou. Une équipe qui comprend certains des mêmes chercheurs qui avaient fait le papier original en 2007 trouve dans les données de l'instrument 4 objets qui correspondent bien à ce qu'ils avaient modélisé pour des étoiles noires supermassives. L'un des objets en particulier, JAD GSZ14-0, possède dans son spectre une raie d'absorption qualifiée de signature immanquable. On pourrait ainsi se rapprocher d'une explication pour les galaxies impossibles, d'un mécanisme pour la naissance des trous noirs supermassifs, et on aurait en prime une preuve indirecte de l'existence de la matière noire. Que demander de plus ? On peut tout de même opposer quelques arguments aux étoiles noires, supermassives ou non. Le premier, c'est que tout leur mécanisme repose sur une forme de matière noire dont l'existence n'est pas prouvée. Pour obtenir cette énergie qui empêche les nuages primordiaux de s'effondrer, il faut une matière noire capable de s'auto-annihiler. Une propriété qui est principalement présente dans le modèle des WIMPs. Or, comme on en a discuté ces derniers temps sur la chaîne, les WIMPs ne sont plus forcément la particule la plus en vogue pour expliquer la matière noire. Ces dernières années, on a vu un retour en force des axions, ou même des gravitinaux comme particules candidates. Ces particules n'ont pas de mécanisme d'auto-annihilation suffisant pour entretenir le mécanisme qu'on retrouve au cœur des étoiles noires. Si les WIMPs n'existent pas, alors les étoiles noires ne peuvent pas exister non plus. Ce n'est pas une disqualification, mais c'est une condition suffisamment importante pour faire peser un gros point d'interrogation sur la théorie. Le corollaire de ça, c'est qu'on peut justement espérer utiliser les étoiles noires pour prouver l'existence des WIMPs. Si d'une manière ou d'une autre on peut parvenir à la certitude que les galaxies impossibles de James Webb sont bel et bien des étoiles noires supermassives, alors on aura une preuve forte qu'il existe une forme de matière noire capable de s'auto-annihiler. En gros, on prouverait l'existence des WIMPs. Les deux objets, l'un minuscule et l'autre gigantesque, sont ainsi en quelque sorte liés dans leur destin. En plus des WIMPs, les étoiles noires nécessitent un équilibre très fin pour fonctionner. Si les réactions d'annihilation de la matière noire ne sont pas assez nombreuses, les nuages peuvent se contracter et la fusion nucléaire peut démarrer. Si ces réactions sont au contraire trop fortes, l'objet formé est très instable. Il aurait donc fallu au tout début de l'histoire de l'univers qu'on trouve des halos de matière noire avec la bonne densité et un taux d'interaction ni trop fort ni trop faible. Ce n'est pas impossible, mais ça réduit les chances d'une création spontanée d'étoiles noires. Il va être très difficile d'obtenir des certitudes observationnelles. Ce qui distingue le modèle des étoiles noires, c'est qu'il produit des objets très lumineux mais qui apparaissent relativement froids. Ça correspond plutôt bien au petit point rouge de James Webb. Ce n'est cependant pas la seule explication possible. Une jeune galaxie riche en poussière peut aussi donner cette illusion d'un objet très brillant mais assez froid.
Même l'arrêt d'absorption de JADGS Z14-0 pourrait trouver des explications alternatives. On parle d'objets qui possèdent un décalage vers le rouge extrême et qui flirtent avec les limites de James Webb. Il est très difficile de dire si un objet brillant à z égale 14 est une galaxie compacte ou un trou noir actif ou une étoile noire. Seulement, il va bien falloir trouver un jour une explication à ces galaxies impossibles. Toutes les autres hypothèses souffrent elles aussi de limites. Si les petits points rouges sont par exemple de jeunes galaxies riches en poussière, comment expliquer la présence d'autant de poussière à z égale 14, quand l'univers aurait dû être presque exclusivement constitué d'hydrogène et d'hélium? Si ce sont des trous noirs actifs, pourquoi ne trouve-t-on pas leur signature en rayon X? Il n'y a, pour le moment, aucun mécanisme parfait pour les galaxies impossibles de James Webb. 3 ans après leur découverte, le mystère reste épais. J'aime personnellement bien le modèle des étoiles noires car il permettrait de résoudre plein de problèmes de la physique moderne d'un coup. Les petits points rouges, les trous noirs supermassifs et la nature de la matière noire. Ce serait drôlement pratique. Malheureusement, je ne crois pas que drôlement pratique soit un argument qui pèse très lourd auprès des astrophysiciens. On pourrait buter sur le problème pendant des décennies. Si les galaxies impossibles de James Webb restent sans réponse, je ne serais pas étonné qu'elles pèsent sur le design du prochain grand télescope spatial de la NASA. L'agence spatiale pourrait choisir ses capacités de manière à pouvoir apporter des observations qui départageraient à coup sûr les différentes théories. En attendant, on verra si de nouvelles explications alternatives émergent. Alors, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez également consulter la description pour retrouver nos sources. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.